Ah, la fièvre. Un grand classique, que ce soit en consultation ou bien sûr à l'examen. C'est un de ces sujets fondamentaux. Alors, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble les points clés, histoire de bien tout remettre en place pour que ce soit limpide. Allez, c'est parti! Alors voilà comment on va s'y prendre. On va commencer par, le commencement. Le mécanisme, comment ça marche. Ensuite, on passera à la définition et aux aspects cliniques. Puis, on abordera les grandes causes, vous allez voir, c'est vaste. Après ça, l'exploration biologique initiale. Et on finira avec ce qu'il faut absolument avoir en tête, les pièges et les points de vigilance. Allez, on attaque avec la première partie, le mécanisme. Parce que oui, avant même de se jeter sur le diagnostic ou le traitement, c'est quand même mieux de comprendre ce qui se passe vraiment dans le corps. Et la grande question, c'est comment et pourquoi est-ce que notre thermostat interne se met-il soudainement à dérailler, mais de façon contrôlée? Et voilà, on y est. La question fondamentale. Pourquoi est-ce que le corps de lui-même décide d'augmenter sa température? Ce n'est pas une panne, hein. Au contraire, c'est une réponse super active et surtout hyper contrôlée. Bon, concrètement, comment ça se passe? C'est une véritable cascade de réactions en fait. Tout commence avec un élément déclencheur, l'agent pyrogène. Ça peut être une infection, une inflammation, bref, le corps détecte une menace. En réponse, il libère des messagers chimiques, les fameuses cytokines. Ces cytokines, elles montent direct au cerveau et elles vont toquer à la porte de l'hypothalamus pour lui dire « Eh oh, on a un problème, il faut monter le chauffage ». L'hypothalamus, notre thermostat central, obéit. Il augmente ce qu'on appelle son point de consigne et pour atteindre cette nouvelle température, le corps va se mettre à produire de la chaleur. C'est là qu'on a les frissons. Ça, c'est la thermogénèse. Et puis, une fois le problème réglé, le thermostat revient à la normale et le corps doit évacuer l'excès de chaleur. Comment? En transpirant. C'est la thermolyse. C'est un mécanisme super bien rodé. Et là, on voit très bien cette dualité. D'un côté, la phase de montée, la thermogénèse. Le corps met tout en œuvre pour chauffer. On active le système sympathique, les vaisseaux de la peau se contractent pour ne pas perdre de chaleur, on frissonne pour ancrer. Et de l'autre côté, la phase de descente, la thermolyse. Là, c'est l'inverse, on calme le jeu, les vaisseaux se dilatent pour évacuer la chaleur et bien sûr, on transpire. C'est vraiment ce balancier qui explique ce que vit le patient. D'abord, il grelotte, puis il est en sueur. Ok, on passe à la deuxième partie, définition et aspect clinique. Maintenant qu'on sait comment ça marche, voyons ce que c'est exactement. La fièvre, c'est quoi? Et surtout, comment on fait la différence avec une hyperthermie? C'est une distinction absolument fondamentale en clinique. Le seul mot à retenir ici, c'est réguler. La fièvre, c'est une élévation régulée. C'est le thermostat qui a été déplacé vers le haut volontairement pour des raisons de défense. Et la conséquence directe de ça, c'est que comme c'est régulé par l'hypothalamus, eh bien, les médicaments qui agissent sur ce centre, comme les antipyrétiques, vont être efficaces. Et ça n'a rien à voir avec l'hyperthermie. Dans l'hyperthermie, le thermostat, lui, il n'a pas bougé. Il est toujours réglé sur 37. Mais le corps, lui, est dépassé. Il produit trop de chaleur ou il n'arrive plus à l'évacuer. C'est une surchauffe pure et simple, comme un coup de chaleur. Et du coup, comme le problème n'est pas au niveau du thermostat, donner un antipyrétique ne servira à rien. Donc pour résumer, et c'est vraiment le point clé à l'examen, fièvre, c'est le thermostat qui a été monté d'un cran. Hyperthermie, c'est la machine qui surchauffe alors que le thermostat est normal. Et en pratique, comment on tranche? Le test le plus simple, c'est souvent la réponse aux antipyrétiques. Si ça marche, c'est une fièvre. Si ça ne marche pas, attention, on est peut-être face à une hyperthermie. Bon, maintenant, la mesure. Ça a l'air simple, mais il y a plein de petits pièges. Déjà, il faut se souvenir que la température, ça varie. Le matin au réveil, elle est plus basse, c'est le cycle nictéméral. Ensuite, la méthode. La voie rectale, on l'oublie de plus en plus. Pour les autres, méfiance. Une mesure sous le bras, il faut souvent rajouter 0,5 degrés. Et la mesure tympanique, c'est super rapide, mais attention, un simple bouchon de cérumen et la mesure est complètement fausse. Bref, la technique est super importante. Très important, ne vous focalisez pas que sur le chiffre, les signes associés sont cruciaux. Un truc de base, pour chaque degré au-dessus de 37, le cœur s'accélère de 10 à 15 battements par minute, c'est la règle. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si cette règle n'est pas respectée. Si on a une fièvre à 40 avec un pouls à 80, c'est une dissociation pouls-température. Et ça, c'est un énorme drapeau rouge. Ça doit immédiatement faire tilt et orienter vers des germes bien précis, comme la fièvre typhoïde. Allez, troisième partie. On a posé les bases, maintenant on entre dans le dur, les causes. Et là, attention, le diagnostic différentiel de la fièvre, c'est immense. C'est un vrai carrefour de la médecine.
On commence par l'évidence. La cause numéro 1 est de très très loin les infections. Oui, dans l'immense majorité des cas, quand on dit fièvre, on pense infection. C'est le premier réflexe. Ça peut être bactérien, viral, fongique, parasitaire. Du moment que ça déclenche une réaction immunitaire qui se généralise un peu, ça peut donner de la fièvre. Par contre, petit point à noter, une infection qui reste très superficielle, genre une mycose sur la peau, ça ne donne généralement pas de fièvre. Il faut que l'inflammation soit suffisamment importante. Ok, on a éliminé l'infection, ou en tout cas on y pense. Quelle est la deuxième grande catégorie de causes? Ce sont les maladies auto-immunes et inflammatoires. Là, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est le propre système immunitaire qui s'attaque au corps. Et ça crée une inflammation énorme qui va libérer des cytokines et donc donner de la fièvre. Les exemples classiques à avoir en tête, les vascularites, genre la maladie de Horton chez le sujet âgé, ou encore le lupus. Ici, la fièvre est un pur marqueur d'inflammation. Et on termine ce triptyque des grandes causes avec la troisième famille. C'est plus rare, mais il ne faut surtout pas passer à côté, ce sont les causes tumorales. On parle de fièvre paranéoplasique. C'est la tumeur elle-même qui va déclencher la fièvre. Les grands classiques, les hématopathies, en particulier la maladie de Hodgkin et les lymphomes, c'est vraiment un signe d'appel typique. Mais aussi certaines tumeurs solides, comme le cancer du rein. Le tableau qui doit alerter, c'est souvent une fièvre qui dure, un peu isolée, sans qu'on trouve d'infection évidente. Bien. Maintenant qu'on a le tableau clinique et les grandes étiologies en tête, on passe à l'étape suivante, l'exploration. Qu'est-ce qu'on demande comme examen au labo en première intention? L'examen de base, celui qu'on fait toujours, c'est la NFS. C'est notre première boussole. Si on a une polynucléose neutrophile, le réflexe, c'est infection bactérienne. Si on voit plutôt un syndrome mononucléosique, on est sur une piste virale, genre primo-infection à l'EBV, au CMV ou même au VIH. Une leucopénie, donc pas assez de globules blancs, ça peut être viral, mais attention, parfois aussi une infection bactérienne très grave. Et si les éosinophiles explosent, là, il faut aller chercher du côté des parasites. La NFS, c'est une mine d'informations. Si on suspecte une infection bactérienne, l'examen roi, ce sont les hémocultures. Mais attention, une hémoculture, ça se fait bien ou ça ne sert à rien. D'abord, quand? Idéalement, au moment du pic de fièvre, ou mieux, au moment des frissons. C'est là qu'on a le plus de chances d'attraper les bactéries. Ensuite, comment? L'asepsie doit être parfaite. On fait 2 ou 3 paires, aérobie et anaérobie, et avec un volume suffisant. C'est la clé du succès. Et on arrive à la dernière partie, mais peut-être la plus importante pour la pratique, les pièges. Les trucs à ne pas manquer, les points de vigilance qui peuvent tout changer. Premier point crucial, l'absence de fièvre n'élimine pas une infection grave. Jamais. Surtout chez la personne âgée. Deuxième piège, la fièvre masquée. Un patient qui prend des anti-inflammatoires peut avoir une température normale. Donc il faut toujours poser la question, avez-vous eu des frissons, des sueurs? Ces signes sont des équivalents de la fièvre. Et enfin, le plus grand piège, le signe de gravité ultime, l'hypothermie. Une température en dessous de 35 dans un contexte d'infection, c'est un signe de défaillance. C'est souvent bien plus grave qu'une fièvre à 40. Et on va finir sur une question, pour bien ancrer les choses. Imaginez, on a une fièvre, on ne comprend pas d'où elle vient. Quelle est la toute première chose à faire avant de se lancer dans des examens hyper poussés? La réponse est simple, retournez voir le patient. L'interroger à nouveau, en détail. Le réexaminer de la tête aux pieds, encore et encore. Parce que la clé, très souvent, elle n'est pas dans la machine ou dans le labo. Elle est là, dans une petite phrase du patient qu'on n'avait pas entendue, ou dans un petit signe clinique qu'on avait manqué. La clinique, c'est la base de tout.